Ok, bonjour à tous. Bienvenue, merci d'être là pour ce mini-tech sur les serveurs Sentiment. Tout d'abord, petit sondage. Qui connaît le serveur Sentiment? Qui en a entendu parler, quoi? Qui sait ce que c'est à peu près? Ok, donc la moitié, je dirais. Et qui en a déjà mis en place? 2 personnes seulement, ok. Cool. Bon, on va parler de ça pendant une petite demi-heure, je pense, ici. Ouais. Du coup, on va vous parler du serveur Sentiment, comme disait Johan. Pour ça, on va commencer avec un peu de théorie et un peu d'historique. Dans une première partie, on va essayer de comparer différentes solutions qui existent pour faire de la communication en temps réel ou presque temps réel. Ensuite, on va voir les spécifications de la norme serveur Sentiment plus en détail. En troisième partie, on va vous montrer un peu l'implémentation d'une application qui utilise des serveurs Sentiment. Et on terminera sur les problématiques et les limites qui sont induites par le SSE. Donc pour commencer, je parle pas assez fort, c'est ça? J'essaye. Pour commencer, le temps réel dans les communications client-serveur. Donc pour faire un peu d'histoire, très rapidement, en 97, on a la spécification HTTP 1.1 qui arrive et qui va normaliser le protocole, qui va essayer de mettre en place des standards, parce qu'avant c'était un petit peu le bazar. Et en 2006, les SSE arrivent dans le HTTP 1.1. Donc on peut voir que c'est quand même quelque chose qui a un certain âge maintenant, qui est assez éprouvé comme technologie. Les WebSockets arrivent juste après, et puis en 2015, on a l'arrivée de HTTP2 qui va un peu améliorer le SSE, mais on y reviendra plus tard. J'ai un oublié. C'est normal. Okay. Animation. D'accord. Du coup, pour la première solution qui existe, c'est vraiment la plus basique, la plus classique, c'est le polling. Je pense que vous savez à peu près tous à quoi ça consiste. On a le short polling qui va juste consister à faire des requêtes. Le client va faire des requêtes HTTP à intervalles réguliers sur le serveur. Et puis le serveur va retourner une réponse. Peu importe qu'il ait des données ou pas, peu importe qu'il ait des mises à jour ou pas, il va juste retourner sa réponse tout de suite. Et on a une petite variante du polling qui est le long polling qui va permettre de faire un peu moins de requêtes HTTP, c'est-à-dire que le serveur va garder sa connexion ouverte jusqu'à avoir des données à renvoyer ou alors des mises à jour que le client n'a pas encore. Alors pour les avantages et les inconvénients du polling, au final, il n'y a pas tant d'avantages que ça. Je crois que c'est plus tellement utilisé en vrai. Mais bon, ça se base quand même sur le protocole HTTP qui est assez universel. Donc ça, c'est assez pratique. Il n'y a pas besoin de configuration en plus, quoi que ce soit. Et c'est assez simple à mettre en place, surtout côté client. Par contre, niveau inconvénient, on a vu, il y a beaucoup de requêtes qui sont faites. Que ce soit même dans le long polling, on a quand même pas mal de requêtes qui sont faites. Donc on va un peu fatiguer le serveur. C'est très gourmand en ressources. Et on a beaucoup de risques de latence. Et l'ordre des messages n'est pas garanti. Donc on peut avoir une requête qui se termine avant une autre. Et on n'a pas de... Voilà, il faut peut-être mettre des choses en place pour si on a besoin d'avoir un ordre des messages garanti. Ensuite, quand on parle de temps réel ou de communication client-serveur ou serveur-client, on pense souvent en premier au WebSocket. Du coup, je pense que tout le monde connaît à peu près les WebSockets de manière un peu abstraite. Juste pour un échange classique de WebSocket, ça commence par un échange HTTP, histoire d'effectuer la connexion avec le serveur. Souvent, le premier call, c'est un call HTTP. Ça commence avec un upgrade. En fait, il y a un header connection upgrade qui fait que le client et le serveur se mettent d'accord pour switcher de protocole d'HTTP vers WebSocket. Et ensuite, après, la connexion reste ouverte. Et puis, on peut envoyer des messages avec le protocole WebSocket. Ouais. Et du coup, là, pour le coup, c'est vraiment du temps réel. C'est pas le client qui demande à chaque fois d'envoyer des données, c'est de recevoir des données plutôt. C'est vraiment bidirectionnel. Et justement, du coup, un des avantages du WebSocket, c'est que c'est bidirectionnel. Ça a une faible latence, du coup. Il y a moins l'overhead, contrairement au polling, où à chaque requête, on a
tout ce qui est le handshake, enfin l'établissement de la connexion HTTP. Par contre, c'est complexe à mettre en place. Notamment, il y a plus de config au niveau proxy et pare-feu. Souvent, c'est pas trivial, ça se fait pas tout seul. Il y a un peu plus de conf. Et on va voir après, par rapport au SSE, il n'y a pas de mécanisme automatique de reconnexion. Et du coup, le SSE, troisième protocole pour faire du temps réel. Du coup, là, pour le coup, c'est vraiment... on utilise le protocole HTTP, enfin, c'est par-dessus HTTP. Et ce que le client fait, il se subscribe à des events. Et en fait, la connexion HTTP elle reste ouverte tout le long autant qu'il y a besoin, comme c'est marqué ici. Et ça, il y a une boucle où en fait, dès que le serveur envoie des événements, le client peut les recevoir et les écoute. Jusqu'à ce qu'il y en ait un de deux qui demande la déconnexion. Globalement, si ça se fait bien, en général, c'est le client qui demande la déconnexion, qui arrête de subscribe, du coup, au endpoint. Donc les avantages, c'est du protocole HTTP, donc c'est pas un nouveau protocole, c'est quand même une requête HTTP qui reste ouverte. Il y a un mécanisme de reconnexion automatique qui est standardisé, qui est dans le standard, on le verra après. Niveau de la latence, c'est mieux que le polling. Après, par rapport au WebSocket, c'est difficile à mesurer. On a mis latence moyenne. Il y a une possibilité de timeout. D'ailleurs, je sais pas si on l'a dit, mais pour le long polling, il y a aussi une possibilité de timeout parce que forcément, c'est le client qui attend que le serveur réponde. Si le serveur il répond pendant 5 minutes et que le timeout est 30 secondes, forcément, il va devoir refaire une nouvelle connexion. Alors qu'il y en avait une qui était déjà ouverte, qui attendait de manière active. Et le format des messages est uniquement en UTF-8, contrairement au WebSocket par exemple, où on peut envoyer du binaire, des messages en format binaire. Du coup voilà, pour les 3 protocoles. Donc il y a la communication, il y en a 2 où c'est seulement... le polling, c'est le client qui demande au serveur d'avoir des données, et vu qu'il le fait régulièrement, ça simule une sensation de temps réel. Pour les WebSockets, pour le coup, c'est vraiment du temps réel, c'est bidirectionnel. Et pour le SSE, c'est seulement serveur vers client. Et quand on met client, ça peut être aussi un autre serveur. C'est pas forcément un client, un navigateur ou comme ça. Ça peut être aussi un des serveurs. Même si de base, je pense que c'est plus pour les applications clients web app dans les navigateurs, par exemple. La latence, du coup pour le polling, elle est longue, surtout pour le polling classique, puisque si le serveur il a juste après avoir répondu, il a une donnée pertinente à renvoyer, et faudra attendre l'intervalle avant que l'intervalle du client qui renvoie une requête pour enfin avoir cette réponse alors qu'elle a été disponible depuis peut-être 1 seconde, je sais pas. Ça dépend du temps de l'intervalle. Pour les WebSockets, du coup, normalement, c'est instantané. C'est en temps réel. Et pour le SSE, c'est plutôt en temps réel. Après, ça dépend comment l'implémentation du SSE est fait côté back. Au niveau de la complexité, polling, c'est faible parce que c'est du HTTP classique. WebSocket, on a dit, il y a des problèmes il y a une problématique de configuration. C'est un protocole différent. C'est un peu plus compliqué à mettre en place. Et le SSE, je dirais que c'est entre les deux parce que ça reste du HTTP. Mais il y a quand même une implémentation côté back qui peut être assez moins triviale à mettre en place. Et par contre, côté front, côté client, il y a un standard et c'est assez facile à consommer les messages. Du coup, de manière générale, le polling, si le temps de réponse n'est pas critique, c'est une bonne, ça reste une bonne solution. Surtout le polling, le long polling. Les WebSockets, du coup, c'est surtout s'il y a un réel besoin d'avoir cette communication bidirectionnelle. Genre un chat, un truc comme ça, ouais. Par exemple, un chat ou... je sais pas, un jeu multijoueur dans le navigateur. Voilà.
Et SSE, c'est besoin de temps réel. Seulement client-serveur, par exemple, je sais pas, des données en bourse, c'est juste de la validation, on n'a rien à envoyer. Là, pour le coup, du SSE, ça peut être une option viable. Le WebSocket aussi, en vrai, mais le SSE, ça peut être une option viable. Au niveau de la norme SSE, comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui est standardisé, qui est normalisé, il y a des règles à suivre. Notamment au niveau du format du message. Le message qui est envoyé, le plus important, c'est d'avoir le paramètre data, qui est le seul qui est requis. Mais on peut aussi rajouter d'autres fields, notamment l'ID, qui va permettre, par exemple, d'avoir un ordre des messages connus. Un ID incrémental peut permettre par exemple, en cas de perte de la connexion, de retrouver le dernier, ce qui peut être pratique. Event, par défaut, ça sera message. C'est vraiment le type d'événement de base, mais on peut aussi mettre des choses custom comme on veut. Et retry, le délai de reconnexion. Et on a besoin d'un header text event stream. Éventuellement un keep connection alive, mais visiblement ça marche même sans, donc je crois qu'il n'y a que celui-là qui est requis. Donc c'est super simple en fait, mettre en place du SSE, c'est pas très compliqué. Là, on a essayé de vous mettre des exemples de stream en expliquant, pour vous montrer qu'au final, ça correspond un peu à ça. À part le fait qu'il n'y ait pas d'ID, donc l'ID va dépendre vraiment de votre cas d'usage. Mais sinon, là, c'est nos valeurs par défaut. En fait, c'est hyper simple, quoi. Et comme disait Yoann, au niveau du front, on a une API qui est standardisée, c'est l'event source, qui est dispo en JS et qui est super facile à utiliser. On va juste aller souscrire à un événement et lui rajouter des event listeners. Pour l'événement message de base, on a même le on message qui va écouter uniquement les événements message. Mais on peut aussi en rajouter, comme je disais, d'autres qui sont custom et même avoir des callbacks. T'as vu le leak ici. Des callbacks différents pour des messages différents sur la même source. C'est-à-dire que si je veux avoir un événement qui va écouter, je sais pas moi, un endpoint /users, je peux souscrire à différents types d'événements sur ce même endpoint /users, donc ce qui peut être assez pratique en fonction des cas d'usage. L'implémentation, on vous a fait une super mini-application que je vais laisser Yoann présenter déjà. Vu que ce Minizex c'est un peu dans le cadre du groupe de travail Node.js, d'ailleurs si vous voulez venir pinguer Salomé. Du coup, l'implémentation Node.js d'un SSE vraiment bête, parce que là pour le coup en fait c'est pas vraiment du temps réel qu'on fait. Donc comme disait Salomé, on a les headers à rajouter, donc notamment le content type text event stream, parce que c'est ça c'est ce media type qu'on renvoie. Et puis là pour le coup c'est vraiment naïf parce qu'en fait on fait juste si jamais ça c'était une lecture en base de données pour envoyer des données, ce serait pas vraiment du temps réel parce qu'en fait on ferait comme si c'était clairement un polling de la base de données au lieu que ce soit un polling d'un serveur. Mais ça ressemblerait à ça en fait, c'est juste on écrit dans ce format-là, donc comme disait, c'est standardisé. Il faut vraiment qu'il y ait data, espace, et après, ça peut être tout ce qui est après, c'est le contenu du message qu'on envoie. Et si on voudrait rajouter un ID, il faudrait rajouter pareil .id, soit la ligne dessus, soit la ligne en dessous. Et à la fin du message, il faut juste avoir 2 retours de ligne pour dire que c'est la fin du message. C'est vraiment un protocole très simple à lire et à mettre en place. Et à parser aussi du coup. Donc ça c'est l'implémentation Node. Vu qu'en fait on est moderne, on a fait aussi l'implémentation Bun qui est équivalent. Et du coup Bun en fait lui il utilise les standards, l'API standard JavaScript. Donc par exemple Respond c'est une API standard. Readable Stream c'est aussi une API standard dans JavaScript. Mais sinon après c'est le même principe. Là on retrouve l'intervalle. Je crois que le onAbort c'était l'équivalent du onClose, rec onClose. D'ailleurs on a oublié de bien gérer clear l'intervalle. Ouais, en effet. Et puis après les headers, donc c'est globalement pareil. Mais ça du coup c'est une implémentation naïve, puisqu'il n'y a pas, pour que ce soit bien fait, il faudrait que s'il y a une nouvelle donnée en
en base ou une modification de données en base, là on renvoie un événement, sinon en fait il ne faudrait rien renvoyer. Alors que là on envoie naïvement toutes les 1 seconde un événement. C'était moi ou c'était toi ? Vas-y. Du coup, ce qu'on a fait, c'est une petite application, du coup un client React et une application back avec Ono. J'ai fait un petit atelier là-dessus, et avec Bonne du coup, forcément, parce qu'on est moderne. Et pour la base de données, on s'est pas embêté, on a utilisé Supabase, qui est un peu un Firebase, et ça te met à disposition une base de données Postgres avec une API REST pour communiquer. Et un client JavaScript pour communiquer avec l'API REST, du coup c'est super facile à utiliser pour un POC, ou c'est pas mal utilisé pour les applications mobiles, vu que c'est normalement une alternative à Firebase. Et du coup, notre application, le principe c'est les gens votent s'ils veulent un croissant, un pain au chocolat, un pépito, je sais pas, des trucs comme ça. Et le SSE, il intervient là. C'est que dès qu'il y a un vote, on renvoie tous les résultats pour que ça mette à jour directement au niveau des résultats. Du coup, attendez avant de scanner. 2 secondes, s'il vous plaît. Juste, on va vous montrer la tête que ça. Tu peux pas le mettre en blanc ? Vous voyez ? Vous voyez quelque chose Ouais. ou pas ? En noir, ouais, ça va ? Ouais, c'est ça, c'est un peu sombre, non ? S'il y a juste 3 emojis et prénoms à voir, ça va. Ouais, ça va, normalement, ça va. De Ouais, toute y a façon, vous que allez ça le à voir montrer, sur votre enfin, y a portable. pas grand-chose. normalement. Les bacs, non, je regarde. Ouais, mais ils vont pouvoir scanner le QR code, je pense. Ouais, je pense. Du coup, attention, est-ce que ça marche ? Voilà, Ok. magnifique. Presque temps réel, un peu de latence. Bon, du coup, je vous propose maintenant de scanner le QR code. Mince. Ah, attendez. Mais maintenant, faites-vous plaisir, scannez le QR code, dites ce que vous voulez au petit-déj, vous aurez rien. Non, il n'y a rien, c'est pas garanti. Hein, passé. C'est bon. Ça a marché ou Désolé. pas ? Tu n'as pas le temps de lancer C'est chaud. C'est pas Google Lens, c'est Google Lens. Waouh. Et du coup, Tu veux dire quelque part du coup Ça a pas marché ? le lien... J'avais juste pas eu le temps. Le lien... Enfin, en fait, j'ai pas envie de citer ça parce que... Vas-y, je te l'envoie, je te l'envoie. Non mais t'inquiète, C'est le sur l'animation technique, ça se parle, on peut voir là. ça non, si on peut le prendre. Du coup, on voit que c'est pas régulier les messages. Là, en fait, on a l'interface de Chrome et il y a un truc EventStream du coup avec chaque message qu'on voit. Et on voit que les messages c'est pas régulier parce que du coup là c'est un SSE un peu plus intelligent que ce qu'on a vu jusqu'avant. Il y a un envoi d'événements dès qu'il y a un changement au niveau des réponses, quoi. Je sais pas, un intervalle. Johan, il nous a fait un truc très propre. Vous apprécierez les emojis. Oui. C'est la plus grosse part du temps. Je vous laisse Ouais, j'ai passé. deviner d'où ils viennent. C'est mes talents de dessinateur évidemment qui vont dessiner ça. Non, si vous voyez le style, il ressemble un peu au tardigrade de... Ouais, voilà, exactement, on est sur un thème. C'est vraiment Dani. Petite question, est-ce qu'au bout d'un moment, parce que je vois que tu renvoies toutes les photos à chaque fois, est-ce que tu as une limite de taille de payload ou... Répétez la question, Antoine, s'il vous plaît. Bonne question. La question c'était, là on renvoie tout à chaque fois, est-ce qu'il y a une limite de taille de payload ? Très bonne question. Mais ouais, en fait, Je pense pas, enfin c'est vraiment... non. je crois pas, sachant qu'en plus c'est quand même, enfin c'est encore plus léger que du WebSocket en fait, les messages qui sont envoyés. Donc, Enfin, je pense dans que un tu call peux quand même HTTP y classique, aller. est-ce qu'il y a une limite déjà ? Ouais, mais elle est là. Ouais, je pense que Ouais, tu peux y je aller pense avant que de l'attendre, parce que, ça doit être la même chose. Hein. Ok. mais je t'avoue qu'on n'a même pas regardé. Mais c'est intéressant. Non, mais en vrai, j'irai voir parce que c'est intéressant. Bah là, après, on a quand même fait simple. On renvoie pas l'entièreté de la base de données. Hein. On a fait un calcul pour envoyer juste les résultats et puis la liste des participants. Mais en effet, ça peut vite devenir. Ouais, est-ce qu'il faut garder une liste synchro au front comme c'était des événements Ouais. Parce qu'il n'y a pas besoin. Voilà. Ok. Ouais. Quelqu'un a tenté de m'injecter. C'est les test. Tout à fait pas. Vous faites des pen tests sur notre appli là. La facture va piquer. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir intéressant Je sais pas, on a le content text event stream du coup. Non, mais ouais, c'est pas.
Je pense que c'est pas mal déjà, ça se met en ligne. Non, c'est pas mal. En vrai, le principal, c'est juste de voir ça, de voir les messages là, arriver. Et du coup, on n'a pas trop bien vu, je sais pas si on a trop bien vu, mais ça se mettait à jour en Ça direct. se met à jour tout de suite, ouais. Mais même vous pouvez le voir sur vos portables, vous avez accès à la même page. Et du coup... Ah oui, non, après... du coup, comment ça marche? Du coup, quand vous envoyez une réponse, ça... Waouh. Là, je découvre le code, on dirait. Où est-ce qu'il est? Je l'ai vu passer, il est là. Non, c'est pas là. Je Comment on répond? Ah, c'est là. Ah, comment on répond? Du coup, Pardon. ça envoie la réponse. Et là, on a... Oui, finalement, je me moque de vous. Donc, on a le Notify Change. Du coup, là, c'est le service qui est utilisé par le contrôleur, bac, ouais. les routes. Enfin, oui. Et en fait, c'est juste ce service-là, il garde une map de... Ça, c'est le poll ID, donc l'ID du sondage. Et un arrêt de callback. Et en fait, les arrêts de callback, c'est là. Wait for sure. En fait, j'avais pas montré le SSE d'abord. Faut que je montre le SSE. Le SSE. Donc, c'est ce endpoint là qu'on requête, là, qu'on met dans l'event source avec stream. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le poll. Et là, on a un helper. Ça, c'est fourni par Ono.js pour faire du SSE, clairement, stream SSE. C'est juste littéralement envoyer le message correctement, quoi. Donc on définit cette fonction qui globalement envoie un nouveau message pour mettre à jour les données. Et après on a une grosse boucle. Donc on envoie une première fois les messages. Et là en fait, on a wait une promesse. Et c'est là où je vais en venir. Cette promesse là en fait elle se résolve. S'il y a rien qui attend, qu'il y a personne qui attend pour ce poll ID, juste ça initialise avec un tableau vide. Et sinon, on récupère la promesse pour ce poll ID et on la résout. Et du coup, ça fait de l'attente active ou en mode la promesse sera seulement résolue lorsqu'on aura le Notify Change, où là on voit qu'on prend les callbacks des promesses qui correspondent au poll ID et on les résout toutes. Du coup, ça ressemble à du temps réel. Alors c'est littéralement du temps réel. Non. C'est un peu... Ça marche parce que t'es en JS et que du coup t'as un seul thread qui est en réactif, mais... C'est pas bloquant du coup parce que les promesses ça bloque pas. Ouais, mais tu fais... Oui, ok. Tu bloques pas ton thread pendant Parce que du coup, les promesses, c'est délégué. Oui, CF, notre précédent. Ouais. Du coup, voilà. Et on a un counter ID là, juste au premier call. Bon, après, on l'utilise pas. Mais on le met comme ID ici. Donc là, on met que l'event, le nom de l'event, par défaut, c'est message si on met pas de nom d'event. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a un on message défini dans le event source par défaut. Et là on met Paul et puis on met un ID. Mais l'ID on l'utilise pas. L'ID ça sert en général s'il y a une déconnexion de l'event source. Par défaut l'event source il essaie de se reconnecter automatiquement et il envoie en header de la requête quand il se reconnecte un header last event ID. Et si jamais il y a c'est un flux de données que tu dois envoyer, et tu peux reprendre au dernier ID. Après c'est implémenté côté back ça. C'est juste l'event source ça le fait automatiquement. C'est juste le fait d'envoyer le header last event ID. Mais par contre c'est à toi de gérer côté back, de prendre en compte ce header et de retourner à l'ID où il était et puis renvoyer tous les événements depuis. Du coup voilà pour la passive byte, je sais pas, je te laisse. Ouais, le côté front que je retrouve dans ton truc. Du coup côté front c'est pas grand chose de plus que ce qu'on vous a montré avant finalement. On a uniquement
un event source qui va se souscrire à notre fameux endpoint stream et notre add event listener sur l'événement Paul qui est custom, qui va juste récupérer les données, les parser, les set dans son state. Et on a évidemment le on error pour éventuellement fermer la connexion s'il y a un souci, et le return du use effect qui va aussi fermer la connexion quand le composant il se unmount. Et c'est tout en fait. Donc côté front, c'est vraiment hyper simple à mettre en place. Plus côté back, on a des... Ouais. Ton event source, il gère tout seul les déconnexions et reconnexions. Avec ça, ouais. Ouais. Il va essayer de se reconnecter automatiquement s'il perd la connexion côté back. Ouais. Et si t'as pas, côté back, tu as le choix il se reconnecte. d'envoyer un retry 2 points. Je sais pas si on l'a vu rapidement tout à l'heure. Et en fait, c'est l'event source, l'implémentation de l'event source qui va prendre en compte ce retry. Par défaut, c'est 1 seconde. Du coup, par défaut, il va essayer de renvoyer une requête toutes les 1 seconde. Il va commencer à faire du polling en fait, si jamais il n'arrive pas à se connecter C'est ça. et qu'il se fait rejeter. C'est ça. Je l'ai expérimenté d'ailleurs parce que j'avais petit souci dans l'implémentation, et quand ta page reste ouverte, il recommence du coup. Donc même si ton back il est pas prêt, il va recommencer à refaire. Non, c'est bien fait. Franchement, cette API là, c'est une API qui est super bien faite et qui est simple à utiliser. Avec, oui, tu peux faire des choses assez poussées avec. Donc ouais. Je me dis ligne de code et t'as ton event source. C'est plutôt cool. Et c'est là du coup, s'il perd la connexion, c'est là où il renvoie le last event ID, s'il y en a eu un. Ouais. Et il le fait voilà. malgré le fait que tu fermes ton event source. Parce qu'en fait, si ta page, ça c'est vraiment si tu as une erreur ou si ta page elle se ferme. Si ta page elle se réouvre, il va reprendre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me dis, si jamais il y a une erreur du serveur, là, il ferme la connexion et le retry, du coup, il se fait comme. Ok, la question pour les gens qui sont à Nantes ou en record, c'est si jamais il y a une erreur et que du coup on ferme la connexion, comment il fait pour la réouvrir, c'est ça? Ouais. C'est fait. Est-ce que c'est fait directement par la lib là, que vous utilisez? Merci Johan. C'est bon. Du coup non, je pense que en effet, par contre ça c'est un truc, c'est qu'en effet si on a une erreur, je pense qu'il faut que tu recharges ta page pour que la connexion se refasse, parce qu'en effet il va venir te la fermer. Par contre en fait c'est plus si jamais vraiment si tu laisses ta... Je pense que si tu as fermé ton truc sur un error, non, ça va pas se redémarrer. Close, non, oui. Non, là on l'a géré un peu en mode demi pour que ça fonctionne, mais ouais non, je pense qu'en effet t'as un truc à gérer à ce niveau-là. C'est plus au niveau si tu vas avoir un problème, je pense, de connexion perdue ou de choses comme ça. Une fois qu'il récupère la connexion, il recommence voilà, il réouvre sa connexion. Ce qui peut être assez pratique du coup. On est bon sur l'implème? Je pense que c'est bon. Ouais. Vous vouliez voir d'autres choses ou... Est-ce qu'on est bon? Comment ça marche? Oui, c'est bureau à gauche. Je sais pas comment ça marche ton ordi. Ouais, du coup au niveau des limites du SSE et éventuels problèmes qu'on peut rencontrer, alors déjà il y a un truc au niveau de HTTP 1.1, je sais pas si vous vous souvenez, au tout début je vous ai parlé de HTTP 2 qui pouvait améliorer des choses avec le SSE. En fait avec le HTTP 1.1, avec ce protocole-là, il y a une limite au niveau du nombre de connexions persistantes par domaine, par navigateur. Donc si moi aujourd'hui j'ouvre 7 onglets sur le Lexipol sur un navigateur, le 7e ne fonctionnera pas. On a une limite de 6 connexions persistantes en même temps. Par contre, quand on passe sur du HTTP2, on n'a plus ce problème-là. On a d'ailleurs une valeur par défaut de 100 connexions simultanées, je crois. Oui, c'est ça. Mais donc voilà, ça peut être un truc à prendre en compte quand même, ça peut poser problème. C'est facile d'y pallier, mais il faut le savoir. Et autre problème. Et ensuite, un autre problème avec l'event source. Dans l'implémentation standard, on ne peut pas passer de header. Donc, pour tout ce qui est authentification par token, où on a l'habitude d'envoyer un authorization header avec le token, avec l'implémentation standard, c'est pas possible. Le seul truc qu'on a pour l'authentification, c'est par cookie. On peut mettre un with credential with true et tous les
informations d'authentification classiques par cookie. Enfin, quand c'est dans les cookies, c'est envoyé avec la requête de connexion. Comme on voit, du coup, l'interface est très simple et limitée. Il y a des solutions pour pallier à ça. Il y en a, ils passent le token en courrier par RAM. Bon, pour le coup, après, les URL sont souvent logués un peu partout, du coup, c'est peut-être pas terrible d'avoir. Même si en TLS, je crois que c'est quand même chiffré les URL. Non. Du coup, niveau sécurité, c'est pas terrible. Oui, mais non. Enfin, oui, mais dans le log, ça s'affiche quand même. Ouais. Oui, voilà, dans les logs. Du coup, pas terrible. Vaut mieux éviter. Ensuite, il y a une implémentation qui a été faite par un monsieur pour supporter les. Je sais pas, monsieur Gaufre, pour supporter du coup l'ajout de header, enfin l'envoi de header lors de la connexion. Par contre, le problème, c'est, je pense, vu que la connexion elle est faite une seule fois, si le token qu'on envoie expire, je sais pas comment ça se passe. Faudrait du coup clore la connexion et puis la refaire manuellement. C'est sûrement une solution, quoi. Mais sinon, j'ai trouvé un truc fait par Azure qui en fait s'abstient du standard et utilise Fetch pour récupérer le stream et lire le stream, les events directement avec leur propre API. Mais j'ai pas testé, pour le coup, j'ai pas eu le temps, désolé. Et sinon, une dernière solution, c'est utiliser Fetch natif et du coup, par contre, réimplémenter le parsing, même si on a vu le parsing n'est pas très compliqué, et le mécanisme de reconnexion, potentiellement aussi l'envoi de last event ID. En fait, c'est tout faire manuellement. Mais vu la complexité du protocole, c'est potentiellement pas compliqué à faire. Et sinon, j'avais vu aussi, il y en a, ce qu'ils faisaient, c'est il faisait un post préalable afin de récupérer un token spécial pour l'event stream, et après il requêtait l'URL en mettant dans le path le token ou un ID, je crois que c'était un ID, et du coup en fait l'authentification était faite d'abord par une requête HTTP, et après l'URL était dynamique en fonction du coup du token ou de l'ID récupéré. Du coup, il s'authentifiait comme ça. C'est une autre solution. Merci. Ah oui. Est-ce que vous avez des questions? C'est juste ce que tu disais avant, est-ce que vous avez compris pourquoi ils ont fait ça? Fait quoi? De ne pas autoriser le mode d'header dedans? Non, il y a un thread GitHub qui demande d'ajouter. Et il y avait un mec qui travaillait dans Google et qui disait que ça allait jamais être fait parce que c'est plus trop maintenu en fait. Enfin, c'est maintenu. Ça évolue pas. Ça évolue pas. Ça évolue plus, c'est plutôt ça. Je vous le vends bien. Non, mais si vous voulez, je vous l'enverrai. Il y a une issue GitHub ou une conversation, je sais plus. Et ouais, il disait, en gros, c'est là où j'ai trouvé au final utiliser. Event source de Waffle, Monsieur Waffle, là, je l'avais déjà vu. Celle-là, je l'ai découvert sur ce thread GitHub. Pas mal de passer à ça du coup. Non, voilà. C'était un choix de leur part de pas le mettre, ou c'est juste que... Je pense que c'était un mauvais design de base. Peut-être qu'à l'époque c'était moins Surtout JWT. ça, je pense. Ouais. Ils ont moins senti besoin. Ça a été Ils se standardisé, sont dit il y avait pas toute autant. l'authentification était faite par cookie, je sais pas. Ouais, tu dois avoir des problèmes avec Corse aussi, j'imagine. Si tu essaies de faire du... Avec les cookies. Non. Si tu essayes de faire du SSE en Corse, si t'as pas de header, ça marche pas aussi. J'ai vu ensuite. Utiliser des event sources de Waffle. Non, ouais. Avec Fetch, Pour les. Ouais. Ouais. Ouais, je pense que de toute façon,
En gros, dès que tu as des tokens GWT, tu peux pas faire avec le standard, l'API standard qui est disponible directement dans les. Enfin, tu télécharges un package NPM de Monsieur Waffle. Voilà, mais c'est la même API, c'est juste quand tu construis ton event source, tu peux rajouter des headers. Sinon, c'est totalement pareil. Ils l'ont étendu, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? D'autres questions? Ouais, juste une petite question. Au début de la presse, tu disais que le WebSocket était plus compliqué à mettre en place à cause, en gros, d'équipements réseau qui couperaient la connexion. Ouais, au début de la presse, vous disiez que le WebSocket était plus difficile à mettre en place à cause des proxys ou équipements réseau qui couperaient les connexions inactives. Mais là, tu as le même souci, non? Tu as une connexion qui reste ouverte avec le navigateur. Non, c'est parce que c'est à cause de la configuration réseau qui est nécessaire que c'est plus compliqué à mettre en place du WebSocket. D'accord. En fait, j'ai jamais configuré. Protocole à part entière. Parce que pour les gens qui ont fait du WebSocket, en général, est-ce que vous avez dû vous occuper de la configuration réseau aussi? Mais... En tout cas, c'est pas du HTTP. Ah, c'est pas le même port. Du WebSocket, c'était un peu plus chiant, mais c'est pas non plus horrible. D'accord. Il y a des réseaux où c'est impossible. Mais oui, c'est ça, il faut quand même prendre en compte ton architecture. Ça sortait pas de l'argent. Ok, je savais pas que c'était pas le même port. Non, en fait, c'est parce que le WebSocket, ça se base sur un socket TCP, si je te dis pas de conneries, alors que les autres se basent vraiment sur du HTTP. C'est vraiment sur un socket qui permet de faire du coup le bidirectionnel, la connexion dans les deux sens, et donc c'est un mécanisme un peu différent qu'un truc HTTP classique qui va être unidirectionnel. Je suis pas une experte en réseau, mais en gros c'est ça. D'accord, ok, ça marche. Si vous voulez, merci. Il y avait des soucis avec une gateway qui coupait tous les streams. Donc il y a quand même des soucis liés, des problématiques liées au réseau avec du SSE aussi. Ouais. Elles sont moins fortes qu'avec du WebSocket, mais il y en a aussi. ouais, je pense que dans le même genre de Thomas, j'ai un retour d'expérience là-dessus. J'ai essayé de mettre en place du SSE sur IMP avec Alex sur Adina. C'était juste pour récupérer des données serveurs, c'était des données de hashtag à envoyer, récupérer, enfin que le client devait récupérer. Forcément en local ça marchait, une fois déployé ça marchait pas. On a finalement utilisé des WebSockets parce qu'on utilisait déjà des WebSockets. Du coup, tout ça, toute la config était déjà mise en place. Du coup, si vous avez déjà des WebSockets en place, pas besoin de s'embêter forcément à mettre en place du SSE. Autant utiliser les WebSockets que vous avez déjà en place. Et pourquoi ça marchait pas toi je sais pas, après c'était le DevOps qui disait ouais, on n'a jamais mis ça, refait, mais les WebSockets. on n'a pas trop investigué au final. On a ça à WestFrance aussi. Les DevOps sont flippers quand on leur parlait de WebSocket. Oh là là, oh là non. Donc ouais, théoriquement il y a moins de conf avec le SSE, mais ah oui, nous on a ça. Oui, c'était l'inverse. Voilà, c'était l'inverse. Là ouais, il y avait déjà du WebSocket, du coup ils ont pris peur avec le SSE. C'est du polling du coup vous sur West France. Du long polling ou du polling classique? C'est du polling JavaScript depuis le front. Depuis même point reload à l'arrache. Ah ok. Il y a pas. Vas-y. Non, t'as... On a eu ce problème sur Foncière, on peut pas mettre de WebSocket, il fallait passer par du SSE parce qu'ils voulaient garder la API gateway classique. Tu peux peut-être la charge qui est au JVM sur genre 50% des requêtes ou un truc comme ça. Non, pardon. Non, c'était juste s'il y en avait qui avaient des doutes sur le polling. Chez GMVet, ils ont une brique à eux qui fait du polling et ça représente 50 à 80% des requêtes qui tapent sur l'API. Voilà. Donc. Ouais, voilà. Autant dire le polling, c'est pas. Ouais. Bon. GDM il fait du polling. Ah, GDM. Ouais. Mais voilà. Donc ça peut être fait, mais il faut bien le faire. Ça flotte le serveur très vite, ouais. Ils envisagent de changer.
Ouais. Ça a l'air quand même nettement plus efficace que de demander 1000 fois s'il y a des nouvelles données de faire comme ça. Alors pourquoi est-ce que ça n'a pas l'air de prendre plus que ça? Personne n'en a fait a priori, ou quasiment personne n'en a fait. C'est vraiment le mal aimé, le SSE. Hein. C'est pas la solution la plus utilisée, mais je sais pas, est-ce que c'est un manque de hype? Je crois que c'est des polling, c'est du SSE classique, non? Enfin, genre, c'est-à-dire que ça fait du polling derrière, non? Non, c'est du SSE. Côté bac, c'est fake, quoi. Oui, c'est fake. Vous avez du réactif. Non, c'est du SSE. Oui, mais je veux dire, côté bac, ça rejette la base de données, toutes les... Non, t'as un truc réactif pour faire un webflux, pour faire du SSE, Ah ouais. qui bloque pendant une seconde. Est-ce que tu veux me parler du SSE avec Webflux Benoît? Non, pas du tout, non. Moi j'ai une question du coup côté bac. Moi j'ai une question. Bonjour Nantes. Non, j'ai une question du coup côté bac pour pas faire du fake et un gros way through comme t'as fait. C'est pas non, du il n'y avait fake. pas de way through là. Si. Ouais. Mais c'est normal. C'est pas méchant. En fait, à part avoir du coup du réactif et une base du coup où tu t'abonnes et vraiment une chaîne full réactive, comment tu fais si t'as pas ça quoi, pour que t'aies pas un mécanisme qui va faire du pooling côté back quoi. Je sais pas si ma question est claire. En Node.js, faire autrement, enfin Node.js, Bonne.js pareil, JavaScript, faire autrement je sais pas, parce que... Les applications mobiles, votre téléphone il fait ça tout le temps, hein, c'est que de la synchrone de partout, que ce soit en flux ou n'importe quoi Xpring quoi. Non, mais du coup, faut que tu aies une programmation événementielle en fait. Ouais, et je pense que c'est justement, c'est aussi un des faits c'est une des raisons du fait que le SSE est si peu adopté en fait. Et moi, sur mon projet, on stream. En fait, on a déjà une archi événementielle un peu C'est entre ça. guillemets, et donc Ouais. on stream en fait des messages qui arrivent sur le RabbitMQ quoi. Ouais. Et on transforme ça en SSE sur la couche la plus proche des clients quoi. Ouais, mais du coup, je pense que c'est pour ça que le SSE est peut-être pas autant adopté, c'est qu'en fait, il faut que ton application elle ait déjà une logique événementielle, il faut qu'il y ait déjà une programmation un peu réactive qui est implémentée. Ça s'applique vraiment pas à tous les cas et ça s'applique pas à toutes les architectures, mais quand on est dans un cas d'usage qui peut être intéressant, ça peut être cool à mettre en place. Je peux pas envoyer de binaire. Enfin, c'est censé être UTF-8. Est-ce qu'il y a des questions à Nantes? T'es obligé d'avoir que de l'événementiel? Pas de questions à Nantes. Tu publies juste un message quand il y a quelqu'un qui fait un post. Ça, c'est pas vraiment de l'événementiel, c'est juste. Tu préviens qu'il s'est passé quelque chose. Tu t'envoies un événement. Oui, à la fin. Tu as déjà cette notion d'événement, Oui, tu c'est ça. es obligé de poler ta base. C'est ça. Voilà, je sais pas. C'est bon, les questions. Du coup, il y a des questions à Nantes? Ok. C'est bon, Bon bah, je pense qu'on a fini. Merci. Merci. Il n'y a pas que le réactif qui fait ça. Comment ça s'est